surtout de ne pas renoncer, je crois, à conquérir Rafah, qui reste la dernière zone qu'il faut conquérir, puisque c'est une zone très importante où se trouve apparemment une bonne partie des otages, où se trouve aussi apparemment une bonne partie des chefs du Hamas et des infrastructures terroristes, militaires du Hamas. Quand on fait une guerre, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas laisser une dernière poche comme une cellule cancéreuse qui permettrait par la suite au Hamas de se relever, de redéployer ses forces et de réaugmenter sa capacité d'action. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et nous allons à présent évoquer la situation sécuritaire et politique en Israël avec l'ancien député Yom Tov Kalfon qui nous a rejoint. Yom Tov, bonjour, shalom et boker tov. Boker Tov, Olivier. Merci d'être avec nous, Yom Tov, pour parler un peu des différents sujets à l'ordre du jour. Et bien entendu, le sujet aujourd'hui le plus important dont tout le monde parle, c'est, et pour parler en vue de la libération des otages d'un côté, et puis la poursuite ou non des combats dans la bande de Gaza. Alors d'abord, sur cet accord qui se profile, on a quelques informations, on en a donné ce matin, sur cet accord qui se profile. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un accord qui est positif pour Israël et surtout pour la libération des otages? Écoutez, déjà au niveau des évolutions, ce qui est positif, c'est que il y a eu un premier round d'échanges il y a quelque temps qui avait échoué puisque le Hamas avait posé des conditions inacceptables. Israël a bien fait de refuser ces conditions et en parallèle d'intensifier l'effort militaire, l'offensive à Gaza. Et on voit bien que lorsqu'on allie les deux, c'est-à-dire que d'une part on tient bon au niveau des négociations et d'autre part on augmente la pression militaire, et ben il y a un nouveau, donc là c'est un second round de négociations avec des positions apparemment plus acceptable pour Israël, et c'est donc le Hamas qui a renoncé à certaines revendications. Je crois qu'il y a encore des écarts, mais en tout cas ce système est le bon dans le sens où la négociation doit être intimement liée à une action militaire la plus offensive et la plus déterminée possible. Plus nous ferons pression militairement sur le Hamas, plus nous obtiendrons dans la table des négociations une possibilité d'échange et de libération d'otages dans les meilleures conditions. Alors justement, lorsqu'on parle de cet accord, on parle d'un arrêt des combats, d'un cessez-le-feu en tout cas temporaire pendant au moins 6 semaines en contrepartie d'une quarantaine, cinquantaine, on ne sait pas exactement les chiffres, d'otages qui seraient libérés par le Hamas. Est-ce que vous pensez qu'après cette période de 6 semaines, il sera facile pour l'armée israélienne, peut-être aussi en raison des pressions que pourraient faire les États-Unis ou d'autres pays? Est-ce qu'il sera possible de revenir sur le terrain et de continuer les combats? C'est une très bonne question. Alors la dernière fois, ça a été le cas et ça, donc après la dernière, le dernier accord d'otages, ça a repris la guerre et comme il se doit. J'ai bien peur cette fois-ci, ça va être plus difficile puisque autre chose qu'il faut prendre en considération et c'est lié, ce sont les élections américaines, c'est-à-dire que Joe Biden a un scrutin en novembre prochain et plus on se rapprochera de son scrutin, plus il voudra que cette affaire de Gaza soit réglée et qu'il n'y ait pas une guerre en toile de fond de sa campagne électorale, sachant qu'il a une aile gauche dans son parti démocrate extrêmement pro-palestinienne, anti-sioniste, wokiste, et évidemment que Joe Biden veut se faire réélire et donc devra prendre ça en considération. Donc c'est évident que plus on se rapprochera de l'échéance américaine, moins il y aura de chances que la guerre reprenne, et à Israël de prendre ça en considération et surtout de ne pas renoncer, je crois, à conquérir Rafah, qui reste la dernière zone à être conquérie, qu'il faut conquérir puisque c'est une zone très importante où se trouve apparemment une bonne partie des otages, où se trouve aussi apparemment une bonne partie des chefs du Hamas et des infrastructures terroristes, militaires du Hamas. Et quand on fait une guerre, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas laisser une dernière poche comme une cellule cancéreuse, une dernière poche qui
permettrait par la suite au Hamas de se relever et de redéployer ses forces et de réaugmenter sa capacité d'action. Donc il faut aller jusqu'au bout et je crois que si cessez-le-feu il y a, il faudrait prendre en considération que ce soit ou après donc la prise de Rafah ou en tout cas laisser cette opportunité peut-être dans des accords avec les Américains à ce que Tsahal puisse mener une action dans cette zone, dans cette région, avec évidemment, j'entends d'ores et déjà Netanyahou parler population qui sera déplacée vers des zones humanitaires et de convois humanitaires, etc., pour entre guillemets calmer les pressions internationales. Alors peut-être donner des garanties à ce niveau-là, au niveau de la population civile, mais faire le travail au niveau militaire. Mais est-ce que vous pensez justement qu'on n'est pas justement presque arrivé à ce but de l'anéantissement du Hamas avec cette dernière étape qui est la ville de Rafah, et qu'en raison de cet accord, et la libération des otages est bien entendu très importante, en raison de cet accord, on risque peut-être d'échouer et de ne pas aboutir jusqu'à la fin de cet objectif qui est l'anéantissement du Hamas? Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, Olivier, et c'est un grand risque et j'espère que nos dirigeants nous disent la vérité. J'ai entendu le chef d'état-major dire qu'il fallait à tout prix conquérir Rafah et que les plans sont prêts, ils ont même été votés, autorisés par le cabinet de guerre hier ou avant-hier. Le ministre de la Défense Galante en a parlé lui aussi et a dit que c'était une condition sine qua non à la victoire contre le Hamas, et de conquérir cette ville de Rafah. Et j'espère qu'ils vont tenir parole et aller jusqu'au bout, et que on ne laisse pas un Hamas en vie dans une petite zone, puisque encore une fois c'est comme une cellule cancéreuse ou tout autre corps qui continuerait d'être en vie. Ça leur permettrait de nouveau, alors ça va prendre plusieurs années, mais il y aura toujours une base qui existera, et de là ils pourront de nouveau se redévelopper. Et nous, ce que nous voulons, comme vous l'avez très bien dit, Olivier, c'est l'anéantissement total du Hamas, et qui n'est pas la moindre opportunité de se relever par la suite. Et si déjà nous parlons de nos ennemis du Hamas, il y a un autre front qu'il faut pas oublier et qui est pas moins inquiétant, c'est le front nord. Ouais. Et le risque, c'est que s'il y a un cessez-le-feu, cela engagerait aussi la zone nord et laisserait le Hezbollah à nos portes en bonne forme. Là aussi, il faut prendre ça en considération dans le cadre de l'ensemble des prises de considération. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hezbollah au nord? Alors, il y a un autre sujet aussi sur lequel on n'a pas vraiment de décision de la part du gouvernement pour le moment, c'est qu'est-ce qu'on fait après justement cette guerre, bien entendu, s'imaginant que on arrive à la fin de cette guerre, à l'anéantissement du Hamas, au retour des otages. Que se passe-t-il après dans la bande de Gaza? Est-ce que vous avez peut-être discuté même avec Naftali Bennett des possibilités de ce qui peut se passer après dans la bande de Gaza, après ce jour? Non, j'en ai pas parlé avec Naftali Bennett, mais c'est des discussions qu'on entend dans les médias de manière récurrente. Alors apparemment, le gouvernement a proposé un plan, Netanyahu a proposé un plan. Il y a des bonnes choses dans ce plan, il faut le dire. Le principe est que Israël garde au niveau sécuritaire une capacité d'action totale dans la bande de Gaza. C'est, je pense, quelque chose de très important. Et c'est un peu réparer l'erreur monumentale de 2005 de l'Aït-Natkou, du retrait de la bande de Gaza, où Israël s'est retiré et a donc laissé à ses portes une région aux mains de terroristes. Et on a vu malheureusement quelles ont été les conséquences dramatiques le 7 octobre de cette erreur monumentale de 2005. Et donc le fait que à l'ouest du Jourdain, comme ça a été dit dans le plan donc présenté au cabinet, l'ouest du Jourdain, ça comprend évidemment la Judée-Samarie, toute la région du Petit Israël et la bande de Gaza, que Tsahal soit totalement libre d'action et la responsabilité sécuritaire de tout ce qui se passe dans cette zone-là, c'est vital. C'est vital pour nous, pour nos vies, peu importe où nous trouvons physiquement, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne verte. Il faut que Tsahal ait une shlita, ait un contrôle sécuritaire sur toute la région qui se trouve
en Israël, en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza. Et ça, je crois qu'il va falloir se battre parce qu'au niveau international, ce n'est pas quelque chose qui va être facile à être accepté, mais il va falloir se battre parce qu'il en va de nos vies, de notre sécurité à tous. Et ça, je crois que c'est un premier point qu'il ne faut pas lâcher et pas céder. Après, tout ce qui est autorité palestinienne qui gérerait ou pas Gaza, je pense que tout le monde est conscient, même s'ils ne le disent pas, même dans les chancelleries occidentales, que l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une autorité corrompue, dirigée par un vieillard, qui finance du terrorisme. Et je crois que même s'ils ne le reconnaissent pas officiellement et qu'ils sont encore là à défendre l'autorité palestinienne, tout le monde est bien conscient que on ne peut pas remettre les clés de la population civile de Gaza à ces gens-là. Et s'il faudra que une gestion des civils, ça sera, comme ça a été aussi proposé, peut-être par une gestion locale. Il y a ce système, notamment dans les villes arabes, de chefs locaux qui contrôlerait tous les aspects civils, mais en tout cas pas d'autorité palestinienne, évidemment pas d'État palestinien, ça serait donner un prix au terrorisme et mettre encore plus en danger Israël. Et avec ces bases, je crois, solides, donc pas d'État palestinien, pas d'autorité palestinienne et un contrôle sécuritaire totale d'Israël sur toute la région, je crois qu'on pourrait penser au jour d'après. Alors juste pour terminer, Yom Tov, on va terminer par une question politique avec bien entendu ces voix qui s'élèvent de plus en plus dans la société israélienne, et on a vu des manifestations un peu violentes samedi soir qui demandent justement la tenue d'élections maintenant, des élections anticipées. Est-ce que vous pensez que dans cette période de guerre, il est possible de changer le gouvernement, de changer de Premier ministre? Après, il y a des élections demain, hein. Nous sommes en période de guerre, c'est très important. C'est bien de demain, rappeler. et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats, et notamment les candidats francophones. Mais donc, apparemment, c'est oui possible de faire des élections, puisque demain, il y a des élections en Israël. La question, est-ce que c'est le bon moment au niveau, je crois, pas dans la pratique, puisqu'apparemment, dans la pratique, c'est oui possible, mais dans l'idée, par rapport au message que cela pourrait transmettre à nos ennemis, à l'unité qu'il faudrait garder en temps de guerre au sein du pays, parce que des élections, ça divise, et surtout à l'échelle nationale. Alors à l'échelle municipale, il faut dire un bon point que nous n'avons pas vu de grande division et les gens ont gardé un certain respect, mais à l'échelle nationale, ça sera, je crois, plus difficile. Donc personnellement, je pense que c'est peut-être encore trop tôt, mais ça devra arriver à un moment ou à un autre, et je crois que c'est évident pour tout le monde que à un moment ou à un autre, ce gouvernement, qui a été le gouvernement en place le jour de cette catastrophe du 7 octobre, va devoir rendre des comptes et se remettre au peuple d'Israël pour savoir est-ce que, oui ou non, il a la capacité de continuer de gouverner ce pays après les événements qui se sont passés. Ça semble cohérent lorsqu'il y a une catastrophe de cette ampleur de remettre les clés au peuple et de demander au peuple de redonner sa confiance, cette fois-ci aux personnes en qui le peuple aura confiance après les événements du 7 octobre. Très bien, merci Yom Tov, et vous avez bien fait de rappeler qu'il y a des élections municipales demain avec 2 bulletins, il faut le rappeler, un jaune et un blanc. Un jaune pour le maire, vous allez donc élire le maire de votre ville, et le blanc pour le conseil municipal, donc très important d'aller voter demain toute la journée, à partir de 8h jusqu'à, je crois, 22h dans la plupart des grandes villes. Merci beaucoup en tout cas Yom Tov d'avoir été ce matin avec nous. Boker Tov et bonne journée. Merci à vous Olivier, bonne journée.